Well, thank you very much. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. J'aimerais vous remercier d'être ici présent. Comme vous le savez, j'aurai 75 ans le 14 mai. Cela signifie que je dois quitter le Sénat de façon, de bonne ou mauvaise façon. Mais je dois quitter le Sénat du Canada comme le prévoit la Constitution canadienne. Le Sénat est inactif depuis décembre dernier et ne rouvrira pas avant mon départ. La présidente du Sénat, la sénatrice Raymonde Gagné, m'a gracieusement permis d'utiliser la Chambre du Sénat pour prononcer ce qui sera mon discours d'adieu, et je tiens à l'en remercier. Comme je ne voulais pas parler devant des rangées de chaises vides, j'ai invité les sénateurs et le personnel du Sénat, le personnel de l'administration et autres, à se joindre à moi aujourd'hui. J'aimerais vous remercier en particulier les sénateurs présents aujourd'hui qui ont pris le temps de venir ici, qu'ils soient actuels, anciens ou nouvellement nommés. J'espère que vous pourrez ensuite vous joindre à moi dans le salon des sénateurs. Certains disent que c'est le salon Air Canada, c'est au 2e étage. Nous pourrons prendre quelques verres de vin rouge et vous pourrez vous joindre à moi. Alors que j'arrive au crépuscule de ma carrière, j'aimerais partager avec vous quelques moments forts de celle-ci, ainsi que quelques réflexions sur le passé et l'avenir. J'ai commencé à m'intéresser à la politique avec mon père. Il était membre du Parti progressiste conservateur au niveau provincial et fédéral et a été conseiller municipal, puis président du conseil municipal. C'était l'équivalent du maire dans ma petite communauté. Il m'a transmis le virus de la politique et m'a appris qu'il fallait s'impliquer si on voulait changer les choses. C'est une leçon que j'ai retenue pour le reste de ma vie. On ne peut pas rester inactif si on veut avoir un impact. C'est pourquoi j'ai également joint le Parti progressiste conservateur. Après quelques années de chicane familiale, l'Alliance canadienne a été créée. J'ai décidé qu'il était temps de rejoindre le mouvement d'unification de la droite. Le Canada était devenu un État à parti unique et nous devions construire une alternative crédible aux libéraux. Je constate malheureusement que nous sommes plus ou moins revenus à cette situation en entamant un 4e mandat libéral consécutif. J'y reviendrai plus tard. En 2000, moi et d'autres ont aidé à recruter Vic Taves pour qu'il se présente dans ma circonscription de Provencher et j'ai géré sa campagne cette année-là. Nous avons gagné et nous avons défait le libéral qui représentait auparavant cette circonscription. J'ai décidé qu'il fallait agir, donc j'ai décidé de me présenter au Conseil national du parti. J'ai été élu la même journée que Stephen Harper est devenu le leader de l'Alliance. M. Harper m'a convaincu d'accepter le poste de président du parti 6 mois plus tard. Lorsque l'accord de fusion entre le Parti conservateur et l'Alliance a été conclu, j'ai été chargée d'aller de circonscription en circonscription partout au pays pour vendre la fusion aux deux camps. En tant qu'ancien progressiste conservateur convaincu sous Brian Mulroney et président de l'Alliance, j'étais respecté par les deux groupes. En tant que président, je me suis assuré de visiter le plus grand nombre possible de circonscriptions et de rencontrer le plus grand nombre possible de membres du parti.
Il s'agit de moments parmi les plus précieux de ma vie politique. Cela m'a permis de comprendre le fonctionnement du système politique et les problèmes auxquels le Canada est confronté. Et j'ai eu la chance de rencontrer des Canadiens d'un bout à l'autre du pays. C'est l'un des points sur lesquels je voudrais vous laisser. Si vous voulez améliorer les choses, vous devez participer. Si vous voulez changer la façon dont votre ville, votre province ou le pays est géré, lancez-vous en politique. Comme moi, vous rencontrerez des gens extraordinaires. Vous apprendrez à connaître votre quartier, votre province et votre pays. C'est une expérience unique. Un autre message que je souhaite vous transmettre est qu'au Canada, nos institutions sont ouvertes à tous. J'étais un plombier du sud du Manitoba. En quelques années, je suis devenu président du parti qui a bientôt formé le gouvernement du Canada. J'espère sincèrement que nos partis politiques resteront ouverts à tous, qu'il ne sera pas nécessaire de faire partie de l'élite ou d'être multimillionnaire pour s'élever dans l'appareil politique. C'est ce qui fait la spécificité du Canada. Il faut que ça reste ainsi. Si les seules personnes qui peuvent devenir premier ministre sont celles qui ont des diplômes de Harvard et des fonds dans les paradis fiscaux, alors le pays se portera moins bien. Avoir contribué à la fusion en 2003 de l'Alliance canadienne et du Parti progressiste conservateur est certainement l'un des moments les plus forts de ma carrière. Cette fusion a uni les forces de la droite et du centre au Canada et nous a permis de remporter des élections, au moins jusqu'en 2015. Lorsque le premier ministre Harper m'a demandé en 2009 de représenter le Manitoba et de veiller à ce que la voix des Canadiens ordinaires soit entendue au Sénat, j'ai été heureux d'accepter. Je tiens à remercier le premier ministre Harper pour la confiance qu'il m'a accordée. Ces 16 dernières années ont été une expérience extraordinaire. Ce fut vraiment un honneur de siéger au Sénat. Et je dois dire que je suis fière du travail que nous avons accompli. Lorsque j'ai été nommée, le Sénat était secret et géré comme un club privé. Sous la direction de la majorité conservatrice, le Sénat a commencé à divulguer les dépenses de chaque sénateur, a rendu les débats accessibles d'abord par audio, puis par télévision, et a ouvert les réunions de CIBA au public. Les sénateurs conservateurs ont joué un rôle déterminant dans la révision de notre code d'éthique et dans la prise en compte de manière réfléchie et équitable des recommandations de la vérificatrice générale en 2015. Voilà que quelques-uns des changements apportés par la majorité conservatrice du Sénat entre 2012 et 2017. Plusieurs autres règles et politiques administratives ont été modernisées, rendant le Sénat plus transparent et plus efficace. J'ai été fière de parrainer au Sénat plusieurs projets de loi du gouvernement, notamment celui visant à ouvrir le marché du blé aux agriculteurs de l'Ouest. Ce projet de loi a entraîné une croissance considérable dans notre industrie agricole. En fait, j'ai été le parrain au Sénat de tous les projets de loi sur l'agriculture déposés par le gouvernement conservateur depuis ma nomination en 2009 jusqu'en 2015. 7 projets de loi. Je suis extrêmement fière du travail que j'ai accompli sur le dossier du paiement rapide, le projet de loi S-224. Ce projet de loi vise à garantir un paiement rapide et adéquat pour l'industrie de la construction au Canada. J'ai travaillé en collaboration avec l'industrie de la construction pendant toute ma vie. J'ai travaillé en collaboration avec divers genres de métiers pour présenter ce projet de loi et finalement avec la députée libérale Judith Grow. Ayant moi-même travaillé dans les métiers, j'ai compris l'importance et l'intérêt de faire aboutir ce projet de loi afin de garantir l'équité pour les gens de métier.
Judy a pris la même approche et nous avons mis de côté la partisanerie et nous avons travaillé au nom des gens de métier au pays. Bien entendu, et à mon grand dame, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai passé une grande partie de mon mandat au Sénat sur les bancs de l'opposition. Cependant, je suis également fière du travail que nous avons accompli en tant qu'opposition au Sénat. Je crois sincèrement que nous avons toujours opposé au gouvernement une opposition réfléchie mais dynamique. Nous avons toujours respecté le droit du gouvernement élu à obtenir ce qu'il voulait, mais nous avons toujours insisté sur notre droit à débattre pleinement de la législation, à défier le gouvernement lors des débats en comité ou lors de la période de questions plutôt. Je sais que certains de nos adversaires au Sénat estiment que nous faisons parfois de l'obstruction. Avec environ 10 % des voix, comment pouvons-nous vraiment faire de l'obstruction? Depuis 2015, le caucus conservateur au Sénat a utilisé tous les leviers qui étaient à sa disposition pour porter les voix de millions de Canadiens qui soutiennent notre mouvement et des millions d'autres qui n'ont tout simplement pas soutenu les libéraux. Ceci, mes amis, est l'essence même de la démocratie. Cette Chambre est un lieu de débat où s'affrontent les différents points de vue qui existent au Canada. J'ai toujours pensé que le débat parlementaire était le moyen civilisé de traiter les désaccords entre les électeurs. Lorsque les Canadiens savent qu'ils ont des représentants qui seront leur porte-parole, ici et à la Chambre des communes, ils sont moins enclins à descendre dans la rue. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je suis sénateur depuis près de 16 ans maintenant. Mais j'ai toujours une boule dans la gorge lorsque j'entre au Sénat, car je suis conscient des responsabilités que nous avons tous et je connais l'impact de nos débats et de nos votes. Mais avant de quitter cet endroit, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur l'institution. Certaines personnes voudraient revisiter l'histoire et nous faire croire que le Sénat du Canada a connu une sorte de renaissance en 2016 lorsque Justin Trudeau a commencé à nommer des sénateurs. Or, rien n'est plus faux. Les véritables changements au Sénat avaient déjà eu lieu. Les sénateurs conservateurs et libéraux ayant déjà travaillé ensemble pour moderniser l'institution. Comme je l'ai dit précédemment, la véritable modernisation du Sénat a eu lieu entre 2012 et 2017. C'est à ce moment-là que nous sommes passés d'un club privé secret à une institution démocratique moderne et ouverte. Le Sénat existe depuis 1867. Il a connu de nombreuses crises et de nombreux changements. Dès sa création, certains ont réclamé sa suppression. Il serait malhonnête de réduire l'évolution de cette institution aux 10 dernières années. Comme il est normal, le Sénat a connu des hauts et des bas, a traversé des crises et continuera d'évoluer tout comme le Canada. Mais évoluer ne signifie pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme le dit le proverbe. Et j'ai le sentiment que c'est ce qu'ont fait Justin Trudeau et certains de ses partisans. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce que je pense du Sénat de Justin Trudeau, je vais être claire, je le déteste. Mais je vais apporter un autre éclaircissement. Je ne parle pas des sénateurs, mais du système. J'ai fait des déplacements, des voyages avec un grand nombre d'entre vous. Nous avons travaillé tous ensemble. Tous les sénateurs qui sont nommés en vertu de la Constitution sont légitimes. Toutes les nominations effectuées après 1867 ont été faites de la même manière. Le premier ministre conseille ou fait des recommandations au gouverneur général. Il est ridicule de penser que parce que certaines nominations ont été avalisées par un ancien juge et quelques autres membres de l'élite canadienne, ces nominations sont plus légitimes que les centaines d'autres
qui avaient été effectués auparavant. Les personnes nommées au Sénat par Justin Trudeau ont toute la légitimité voulue. Et je dirais que dans la grande majorité, ce sont des personnes honnêtes qui travaillent dur et qui veulent le meilleur pour notre pays. C'est là notre tâche. Mais honnêtement, on a confié au sénateur une tâche impossible, diriger une institution qui a été rendue intrinsèquement défectueuse par l'ancien premier ministre lui-même. Je pourrais en parler pendant des heures. Je pourrais vous parler de toutes les failles de la réforme du Sénat entreprise par Justin Trudeau, mais je me concentrerai sur quelques exemples. D'abord, le plus pernicieux des changements apportés par M. Trudeau est cette restriction imposée aux sénateurs de rejoindre des caucus politiques. C'est une erreur et ce pour deux raisons. D'abord, le Parti libéral a perdu la capacité de tirer parti de cette grande richesse de connaissances, d'expériences et de points de vue régionaux. Prenons l'exemple de la Saskatchewan. Depuis 2019 et jusqu'à lundi, le Parti libéral n'avait aucun député provenant de la Saskatchewan. Depuis lundi, il y en a un, mais auparavant, il n'y en avait aucun. Je crois que le premier ministre a commis une erreur en refusant d'ajouter des sénateurs de la Saskatchewan à son groupe parlementaire. Cela aurait été mieux pour les libéraux qui auraient eu une voix dans leur caucus provenant de cette province et cela aurait été mieux pour la Saskatchewan d'avoir cette voix dans le caucus du gouvernement. Le gouvernement Trudeau a toujours insisté sur le fait qu'il nommait des sénateurs qui avaient eu des carrières remarquables et qui étaient des grands défendeurs de cause. Alors pourquoi fermer la porte de son caucus à ces grandes sommités? Deuxièmement, il aurait été préférable pour tous les sénateurs qu'ils puissent participer pleinement au processus du caucus. Au sein du Parti conservateur, votre participation au caucus ne se limite pas à assister à la réunion du mercredi matin. Vous pouvez participer à l'évaluation de la législation par le biais des comités du caucus. Si les sénateurs M. Trudeau avait été invité à participer pleinement au processus politique, il n'aurait pas eu à attendre qu'un projet de loi soit présenté au Sénat pour pouvoir proposer des amendements. Ils auraient pu le faire avant que le projet de loi ne soit présenté. Nous aurions ainsi gagné du temps et nous n'aurions pas eu à subir les innombrables déclarations du représentant du gouvernement selon lesquelles tel amendement était une bonne idée, mais qu'il était maintenant trop tard dans le processus pour qu'il puisse être examiné. La réflexion est bien plus efficace lorsqu'elle a lieu pendant la rédaction du projet de loi. Mais Justin Trudeau a interdit à ses collaborateurs de le faire, aux personnes qu'il a nommées. Donc, j'insiste sur ce point. On nous dit que le système mis en place par M. Trudeau donne des sénateurs qui sont parmi les personnes les plus intelligentes au Canada. Alors pourquoi ne pas bénéficier de leur expertise en matière de législation tout au long du processus du caucus? En 1867, les premiers sénateurs ont décidé d'adhérer à des caucus politiques. Jusqu'en 2016, 99% des sénateurs ont rejoint des caucus politiques lorsqu'ils ont été nommés. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Ils ont fait le bon choix. Le Sénat canadien est la seule chambre parlementaire démocratique du monde où la majorité de ses membres ne représente pas un parti politique. Et il y a une raison à cela. Seul Justin Trudeau a commis cette erreur. Il faut espérer que le nouveau premier ministre Carney, sur cette question comme sur tant d'autres, prendra ses distances avec les politiques mal avisées de M. Trudeau. Le fait que les sénateurs autres que les conservateurs ne fassent plus partie d'un mouvement politique national cohérent a un autre effet négatif indirect.
Il est vrai que le fait d'être membre d'un caucus ou d'un groupe parlementaire oblige à faire des compromis sur la législation. Mais ce qui lie les membres d'un caucus, c'est une certaine vision quant au fonctionnement du gouvernement. On peut deviner comment un parti votera sur la plupart des projets de loi, non pas parce que c'est le chef qui décide sur un coup de tête si aujourd'hui on vote pour ou contre, mais bien parce qu'on connaît les valeurs d'un parti. Mais au Sénat, qui sait quelles sont les valeurs qui prévalent au sein des caucus ou groupes parlementaires, à part pour les conservateurs? En fait, les trois groupes s'enorgueillissent du fait qu'ils ne représentent rien. Or, comme on le dit, quand on ne défend rien, on tombe dans tous les pièges. Regardez leur nom. Y a-t-il un groupe qui est plus canadien que les autres? Un groupe qui est plus indépendant? Un qui est plus progressiste? Ces groupes n'ont pas de programme politique clair et ils s'efforcent d'être l'une des équipes du club de débat qui est devenu le Sénat sous M. Trudeau. Il pourrait bien s'appeler A, B, C ou jaune, violet et beige et cela n'y changerait rien. Permettez-moi d'avouer quelque chose. Pour le bénéfice de ceux qui ne le savent pas, les sénateurs ne lisent pas tous les projets de loi, ni tous les témoignages ou tous les mémoires présentés au comité avant de voter. Ce serait tout simplement infaisable. Nous comptons sur nos collègues, ceux qui sont des experts sur certains sujets ou qui ont participé aux réunions de comité, pour nous informer du contenu de projets de loi. Dans un caucus ou un groupe, on sait qu'on partage les mêmes valeurs que nos collègues. Mais qu'en est-il d'un groupe sénatorial? Que partageons-nous outre des ressources ou un repas hebdomadaire? Les gens ne sont pas liés par une philosophie politique ou un programme. Le ciment de l'équipe n'est pas le fait de partager des valeurs communes. Le seul lien consiste en une appartenance à une équipe, un peu comme une équipe de débat, une équipe de volleyball ou un club de lecture. Bien sûr, on peut développer des liens d'amitié avec les membres de notre équipe. En fait, c'est souvent le lien le plus fort avec les autres membres du groupe, l'amitié. Alors, pour les questions pour lesquelles vous n'avez pas d'opinion tranchée, vous allez suivre la boussole qui consiste en le vote de vos amis. Donc, les questions ne sont plus partisanes, mais personnelles. On ne vote pas pour une proposition parce qu'elle reflète les valeurs de son mouvement politique. On vote pour une proposition parce que c'est une proposition rédigée par un collègue que l'on apprécie. On ne vote pas contre un projet de loi parce qu'on craint qu'il ne soit préjudiciable aux Canadiens, mais parce qu'il émane d'un autre groupe. On ne vote pas pour un projet de loi parce qu'il est soutenu par des millions de Canadiens. On vote pour un projet de loi parce qu'il est soutenu par les sénateurs les plus cool. On ne vote pas contre un projet de loi parce qu'il est contesté par les parties prenantes. On vote contre parce que le sénateur Don Plett s'est prononcé en sa faveur. Récemment, un collègue m'a dit qu'il soutenait le projet de loi que je défendais, mais il m'a demandé très sérieusement comment il pouvait soutenir le projet de loi puisque j'avais élevé la voix lors du débat. C'est dire la profondeur de ses convictions. Ce ne sont pas les arguments qui comptent, mais le ton avec lequel on les prononce. Trop souvent, les sénateurs dont je fais partie oublient que nous agissons au nom de 42 millions de personnes et non de notre petite personne. Nos décisions auront un impact sur des personnes réelles. Votre décision en matière de vote doit être guidée par l'impact qu'elle aura sur les Canadiens et non par l'impact sur votre amitié avec d'autres sénateurs. Soyons clairs, les 100 sénateurs qui ont été nommés par Justin Trudeau sont tous des gens bien qui aiment leur pays, qui ont une passion pour leur travail, mais ils sont placés dans un système où leurs talents sont sous-évalués. Ils ne sont pas soutenus. Ils sont laissés seuls pour jouer à un sport d'équipe.
et leur empressement à former des groupes et à développer des amitiés avec leurs collègues crée ce que j'estime être des distorsions négatives dans le fonctionnement du Sénat. Comme les sénateurs sont livrés à eux-mêmes, ils travaillent sur des projets personnels. C'est pourquoi nous avons assisté ces dernières années à un nombre record de projets de loi en intérêt public au Sénat. Les sénateurs insistent pour que leurs projets de loi personnels soient non seulement débattus en chambre, mais aussi étudiés en comité. Cela signifie que le Sénat ne peut plus se concentrer sur ce qui a fait sa réputation, c'est-à-dire des études approfondies en comité qui contribuent à façonner les politiques publiques de l'avenir. Au lieu de cela, les comités consacrent leur temps à l'étude de projets de loi déposés par des sénateurs à titre individuel. Et le plus souvent, ces études montrent que les parties prenantes n'ont pas été consultées adéquatement avant le dépôt du projet de loi, que les conséquences imprévues n'ont pas été prises en compte ou que le projet de loi a été mal rédigé. Cela a pour conséquence d'accélérer la transformation du Sénat en club de débat. Une autre caractéristique du Sénat, tel qu'il a été façonné par M. Trudeau, ou un côté plus négatif, est le manque de profondeur que nous constatons lors du choix du groupe par des sénateurs. Le fait qu'il y ait eu beaucoup de changements d'affiliation au Sénat au cours des 10 dernières années est nouveau. Un collègue sénateur a même siégé dans 4 groupes différents. C'est dû à ce dont je viens de parler, soit l'absence d'une philosophie politique cohérente derrière chaque groupe. Il n'y a aucun problème à passer d'un groupe à l'autre, car le passage d'un groupe à l'autre n'a rien à voir avec vos valeurs personnelles ou vos opinions politiques. Dans ce soi-disant nouveau Sénat, le choix d'un groupe est basé sur le fait d'aimer ou pas une personne. J'ai même entendu dire que la taille du bureau offert par un groupe était l'élément décisif pour un sénateur lorsqu'il a choisi son nouveau groupe. Pire encore, certains sénateurs ont non seulement quitté leur caucus, mais se sont mis à travailler activement à la disparition de leur ancien caucus. C'est ainsi que le caucus libéral a disparu en cette chambre et que le caucus conservateur s'est réduit. Certains sénateurs qui étaient autrefois conservateurs se sont retournés et ont attaqué leur ancien caucus. Ces sénateurs ne devraient pas en être fiers. Cela montre à quel point le Sénat Trudeau est devenu corrosif. L'objectif final de sénateurs n'est plus seulement de remporter l'argument contre leur adversaire politique, mais aussi de faire disparaître toute dissidence en cette enceinte. Et bien sûr, cela s'est reflété tout au long des 10 années du Sénat Trudeau par des attaques constantes contre les droits et les privilèges de l'opposition, en remettant même en question la nécessité d'une opposition. Aucun autre Parlement démocratique au monde n'aurait toléré ce que nous avons entendu de la part des 2 derniers leaders du gouvernement sur la nécessité d'une opposition. Si vous pouvez trouver un pays démocratique où on entend régulièrement des appels à la suppression de l'opposition, faites-le moi savoir, je n'ai pas pu le faire. Ce message orwellien selon lequel les choses iraient tellement mieux si nous n'avions pas d'opposition a été véhiculé par les sénateurs Harder et Gold et appuyé par trop d'autres. Le sénateur nouveau l'année dernière, lorsqu'il a adopté dans le cadre de l'attribution de temps des modifications du règlement visant à restreindre les pouvoirs de l'opposition. Avant que le sénateur Gould ne devienne leader du gouvernement, des modifications au règlement n'avaient jamais fait l'objet d'une motion du gouvernement sans le consentement de l'opposition. Lorsqu'il a utilisé la majorité gouvernementale pour modifier unilatéralement les règles, le sénateur Gould est allé trop loin. C'est un triste jour pour le Sénat et pour le Canada. Ceux qui veulent transformer le Sénat en chambre d'écho libérale auront peut-être un jour gain de cause, mais pour l'instant, grâce au travail acharné de notre petit caucus conservateur, nous avons réussi à garder une place pour une opposition organisée. Justin Trudeau a réussi ce qui n'avait pas pu être fait depuis 150 ans. Il a tué le Parti libéral au Sénat, mais il n'a pas réussi à tuer le Parti conservateur. Je suis bien sûr profondément attristée par les résultats des élections du 28 avril.
Les élections ont des conséquences, dit-on, et pour cette élection, l'une de ces conséquences pourrait être que l'existence d'une opposition organisée au Sénat soit encore une fois remise en question. J'espère sincèrement que ce ne sera pas le cas. Cela serait, à mon avis, le glas du Sénat canadien. J'invite tous les sénateurs et les députés à la Chambre des communes à y réfléchir. Comment le Sénat peut-il continuer à représenter l'éventail des opinions au Canada si tous les sénateurs appuient le gouvernement? Que faut-il faire pour éviter cela? Donc, en conclusion, en ce qui concerne le Sénat, permettez-moi de résumer ce que je pense que l'institution devrait faire. Et j'invite le gouvernement Carney à travailler dans ce sens. Tout d'abord, le Sénat doit revenir à des groupes liés au caucus des députés. Ces liens peuvent être plus ou moins forts. Mais s'il cesse de faire partie du débat politique, le Sénat deviendra un club privé de 105 personnes qui débattent dans l'abstrait ou se concentrent sur leurs projets personnels. On peut se demander pourquoi les contribuables canadiens devraient financer un tel club de débat à hauteur de 140 millions de dollars par an. Deuxièmement, le Sénat a besoin d'un groupe d'opposition organisé pour représenter ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement. Sinon, le Sénat cessera véritablement de jouer son rôle d'institution démocratique. Permettez-moi enfin de noter que dans leur empressement à changer les règles, parfois juste pour le plaisir de changer les règles, les autres sénateurs n'ont pas mesuré toutes les conséquences. On m'a dit à maintes reprises « Oh, nous ne savions pas que cette modification entraînerait ceci. » Voilà une leçon qu'on devrait tirer de tout cela. J'espère que tous les sénateurs, actuels et futurs, se souviendront de cette leçon. Les règles ont une raison d'être et les modifier sans réflexion approfondie ne fera qu'aggraver les problèmes. La modification du règlement du Sénat devrait, comme il se doit pour une institution qui s'enorgueillit de son examen de second regard, être effectuée avec précaution et reposer sur un consensus. Le Sénat n'est pas le seul endroit où Justin Trudeau a semé la pagaille. L'année dernière, j'ai entamé une série de discours sur l'incompétence et la corruption qui caractérisent le gouvernement Trudeau. J'avais déjà parlé pendant des heures avant la prorogation. Et il me restait encore des heures pour couvrir tous les problèmes laissés par l'homme qui restera certainement dans les mémoires comme le pire premier ministre de notre histoire. Et j'imagine que vous attendiez ces discours. L'inflation, l'absence de croissance économique pendant 10 ans, l'incompétence dans tous les ministères, l'épuisement de l'armée, l'épidémie de drogue, l'augmentation de la criminalité, la solitude du Canada sur la scène internationale, les attaques contre les chasseurs de canards et les tireurs sportifs, le refus d'exploiter nos ressources, la liste des échecs est trop longue pour que nous puissions l'adresser aujourd'hui. Pendant 10 ans, nous avons eu un gouvernement trop paresseux et trop craintif pour relever les défis auxquels nous avons été confrontés. Sous Justin Trudeau, le gouvernement canadien a renoncé à s'attaquer à la racine des problèmes. Il s'est contenté d'un exercice de relations publiques faisant des annonces qui n'ont jamais produit de résultats concrets. L'autre volet de la stratégie libérale consistait à diviser pour mieux régner. Ils ont veillé à monter les Canadiens les uns contre les autres, à vilipender l'opposition, à transformer tout débat sur leur politique en une occasion de nous diviser. Sur ce plan, ils ont réussi. Je crois que notre pays n'a jamais été aussi divisé. Le gouvernement libéral a rendu le Canada plus divisé que tout autre gouvernement depuis Pierre Elliott Trudeau. Grâce aux libéraux, une nouvelle crise de l'unité est sur le point de se produire. Mark Carney doit faire un choix. Il a l'occasion d'agir. Même s'il conseille les libéraux depuis 5 ans, il peut soit poursuivre les anciennes politiques libérales et risquer l'avenir de ce pays,
ou diriger un gouvernement véritablement national. Il doit également se débarrasser de l'idéologie woke qui a imprégné la bureaucratie fédérale et revenir au gros bon sens. J'espère et je prie qu'il fera les bons choix. J'ai toujours été optimiste quant à l'avenir du Canada et au bien-être des jeunes générations. Malheureusement, les résultats des élections me rendent pessimiste sur ces deux fronts. Espérons que le nouveau premier ministre me donnera tort. Bien que je sois déçu par les résultats des élections de cette semaine, je vais, comme le font toujours les conservateurs canadiens, accepter avec grâce le verdict de la population. Je suis heureux de voir que tant de députés conservateurs reviennent à Ottawa. Ce fut un honneur de faire partie du caucus national conservateur. À tous les députés, anciens et actuels, de tous les partis avec lesquels j'ai travaillé au cours des 16 dernières années, je tiens à dire combien je vous respecte et combien j'ai toujours attendu avec impatience nos réunions du caucus le mercredi matin. Vous étiez mes frères et sœurs d'armes. Vous étiez et vous êtes toujours mes amis. J'ai été sénateur sous la direction de 6 dirigeants nationaux. Le premier ministre Harper, Ambrose, Scheer, O'Toole, Bergen et enfin le grand chef Pierre Poilievre. Chacun avait des qualités différentes, mais ils avaient tous une chose en commun. Ils se sont battus bec et ongle pour l'amélioration du Canada. Je tiens à dire que j'ai apprécié de travailler avec chacun d'entre eux. Ce fut un véritable honneur de faire partie du mouvement conservateur et d'avoir été élu président du parti. À tous ceux que j'ai rencontrés au cours de ce parcours, à tous les partisans qui travaillent si dur pour notre parti, je tiens à vous remercier. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, d'apprendre à vous connaître et de découvrir vos préoccupations. Vous êtes vraiment le carburant qui maintient la flamme du mouvement. Comme je l'ai dit, l'élection n'a pas donné le résultat que nous espérions, mais le Parti conservateur du Canada a obtenu plus de 8 millions de voix. Avec 41,2 % des voix, Pierre Poilievre a obtenu le meilleur résultat pour un conservateur depuis Brian Mulroney en 1988. Jean Chrétien, Stephen Harper et Justin Trudeau ont pu former des gouvernements majoritaires avec des pourcentages plus faibles du vote populaire. Avec 144 élus, l'opposition conservatrice sera la plus forte de l'histoire de notre pays. Mais nous avons quand même perdu. Nous avons perdu face à un parti libéral fatigué qui a mal géré le pays pendant 10 ans. Bien sûr, on peut voir que les actions du président américain ont complètement changé la situation politique juste avant l'élection, mais on ne peut faire l'autruche. Nous avons manqué des occasions de nous réorienter à l'automne dernier et notre campagne nationale n'a pas été optimale. Nous devons analyser en profondeur les raisons pour lesquelles nous avons perdu une 4e élection consécutive. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes stratégies et les mêmes messages encore et encore en espérant que les Canadiens verront enfin la lumière. Nous avons besoin d'une nouvelle approche. Ne vous y trompez pas, le Canada a besoin d'un parti conservateur uni, prêt et désireux de former un gouvernement. Il n'est pas nécessaire de remonter très loin pour voir ce qui se passe lorsque les forces de droite et du centre sont divisées. Le Canada devient un État à parti unique et le Parti conservateur ne peut pas devenir uniquement un refuge pour les mécontents qui se sentent abandonnés par le gouvernement fédéral. Cela est un cul-de-sac. Comme je l'ai dit, nous devons apporter des idées nouvelles avec un message positif aux Canadiens.
Nous devons constituer une équipe solide d'hommes et de femmes venant d'horizons différents et montrer que nous sommes prêts à former un gouvernement. Le parti doit être prêt à se battre dans toutes les régions, à transmettre son message à tous les groupes démographiques et à tous les milieux socio-économiques ou ethniques. Revenons maintenant au Sénat. Pendant 16 ans, j'ai été un fier membre du caucus conservateur du Sénat. Je tiens à saluer la contribution de mes collègues sénateurs conservateurs, anciens et actuels. Au cours des 16 dernières années, nous avons accompli beaucoup de choses formidables. J'ai le privilège de compter sur un grand nombre d'entre vous parmi mes amis et je vous encouragerai depuis les coulisses. Ce fut un honneur d'être élu à 2 reprises leader du caucus conservateur au Sénat et j'avais une équipe formidable. Je tiens à remercier tout particulièrement la leader adjointe, l'honorable sénatrice Iona Martin, mon amie, notre whip, la sénatrice Judith Seidman, et la présidente de notre groupe parlementaire, la sénatrice Rosemée Poirier. Je tiens également à remercier tous les membres de notre caucus. Merci de votre soutien. Je tiens à remercier tout mon personnel. Nous savons tous, je l'ai souvent dit, nous ne pourrions accomplir quoi que ce soit sans les membres de notre personnel. Il y a John Martin Nassé, responsable de mon équipe, bon ami, excellent conseiller, Karen Leroux, directrice des communications, qui a fait de son mieux pour faire en sorte que je n'ai pas de difficultés. Toutes les difficultés que j'ai eues n'ont rien à voir avec elle. Il y a également Craig Dogstetter et Jeff Boyer notamment, qui ont rédigé mes discours et qui ont été mes conseillers politiques. Je veux que vous sachiez que tous les discours que j'ai pu écrire, je ne les ai pas rédigés. C'est pourquoi on embauche de bons rédacteurs de discours. Karen Adams. On m'a demandé comment trouvez-vous toutes ces questions à poser. Eh bien, Karen Adams consacre sa vie à faire des recherches et à nous proposer des questions et a fait un excellent travail à ce chapitre. Élise Touché, qui a fait la traduction quand nous avons besoin de faire traduire quelque chose en urgence, elle l'a fait. Il y a également Connie qui s'est occupée de la recherche, notamment, et Madame McGregor, qui a travaillé à la fois pour mon bureau et pour le bureau du WIP. Et je remercie aussi le personnel de la sécurité, les chauffeurs d'autobus. Vous avez pu bénéficier de tous les paniers qu'elle vous a offerts et aussi elle a fait en sorte de commander plus de nourriture qu'il n'en faut lors de nos réceptions pour faire en sorte qu'il en reste pour vous. Et je remercie les gens qui ont travaillé de près avec moi. Il y a Natalie Fletcher qui a travaillé pendant de très longues années, presque aussi longtemps que je ne l'ai fait, qui a pris sa retraite récemment. Il y a ma conseillère politique qui a décidé de quitter son poste pour occuper le poste extrêmement honorable de maman. Et j'ai d'autres amis qui ont travaillé très fort dans mon bureau. Roy Rample, qui vient du Manitoba, que j'ai rencontré il y a de nombreuses années lors d'une course entre candidats.
Je le remercie et je vous remercie tous. Et bien sûr, je me dois d'ajouter que cette institution ne fonctionnerait pas sans d'autres membres du personnel, Julie et le bureau de la présidence qui m'a donné l'occasion de faire mon travail. Les greffiers du Sénat. Et il y a Shaila Anwar, donc greffière du Sénat, et autres officiers du Sénat. Il y a les pages que je remercie également. Tout notre secteur institutionnel dirigé par Pascal Legault. Il y a l'équipe de José Lebel, le secteur juridique, les secteurs législatifs, y compris Jerry, dont le père était mon médecin. Et nous avons joué au hockey lorsque nous avions 18 ou 20 ans. Il y a les comités, bien sûr. Marie-Ève, qui est responsable des greffiers et des analystes, les opérations en chambre, Jill High, et ceux qui s'occupent de communication et d'interprétation, la sécurité également, les échanges parlementaires et le protocole, les ressources humaines, la bibliothèque du Parlement, les services de protection du Parlement. Rick. Où se trouve Rick? Et je dois vous dire que il constitue l'exemple d'une personne qui est fière de son travail. Peu importe l'heure à laquelle j'arrive au travail, il est déjà là. Et il nous montre que chaque emploi est important. Il y a les services de livraison du courrier, les chauffeurs des navettes. Je les remercie parce qu'ils reconduisent nous tous à divers endroits. Il y a les services alimentaires et tous les gens qui contribuent à faire de cette institution ce qu'elle est. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, je vais aborder la partie la plus difficile de mon discours. Je veux prendre quelques instants pour vous parler de ma famille. Mon père nous a quittés. Il était présent il y a 16 ans et j'ai eu la chance de l'avoir à mes côtés lorsque j'ai été nommé sénateur. Il nous a quittés. Mais j'espère qu'il est aussi fier de son fils aujourd'hui qu'il l'était le jour où j'ai prêté serment. Ma mère, qui a 97 ans, regardera sans doute ce discours. Et je remercie ma mère de son soutien. Mon fils aîné, Jason, et sa femme Mena partagent leur vie entre leur maison à New York et leur maison à Landmark au Manitoba. Alors, quelle divergence géographique. Jason est chef de projet pour une grande entreprise internationale et il s'occupe de projets qui représentent plus d'un demi-milliard de dollars dans le domaine de la plomberie. Et les plombiers
qui a participé au programme du Sceau rouge et son succès démontre que le travail acharné et le dévouement peuvent vous permettre d'atteindre tous vos objectifs. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme d'ingénieur ou d'avoir fait ses études à Harvard pour réussir. Amy, la fille de Jason, notre petite fille la plus âgée, a fait des études de commerce et dirige aujourd'hui une équipe de vente dans une société de satellites prospère. Amy, comme on le dit couramment, pourrait vous vendre une propriété au bord de la mer en Arizona grâce à son sourire amical et contagieux et à son comportement professionnel. Nick, le frère d'Amy, suit son père et son grand-père dans son apprentissage et s'efforce de devenir plombier suivant le programme Sceau rouge. Et notre autre fils, Brad, ainsi que sa femme Cynthia, vivent à Carstairs en Alberta. Brad a réalisé son rêve de toujours en devenant pompier et membre des services d'urgence. La fille aînée de Brad et Cynthia, Emily, est professeure en Alberta. Et Emily et son mari, Danny, vont nous donner à Betty et à moi notre premier petit enfant. La sœur d'Emily, Eva, a obtenu un diplôme en psychologie et prévoit maintenant obtenir une maîtrise et possiblement un doctorat. Ainsi, elle ne suivra pas à ce chapitre les traces de son grand-père. Il y a également Myla, qui suit les traces de son père et envisage de faire carrière dans les services d'urgence et de lutte contre les incendies. Et Myla et son quatuor ont réussi une fois de plus à remporter le championnat national de curling féminin junior de 2025 qui représenteront le Canada au championnat du monde qui se tiendront au Danemark l'hiver prochain. Et nous serons ses fans et nous allons suivre ses exploits au Danemark. Kevin et Larissa sont la famille la plus nombreuse. Kevin et son frère Howard dirigent l'entreprise familiale de plomberie et de chauffage qu'ils ont reprise en 2007. Kevin et Larissa ont 5 enfants. L'aîné Eli a interrompu sa première année d'études universitaires et travaille actuellement dans le domaine de l'aménagement paysager. Joe vient de terminer sa 2e année d'université aux États-Unis grâce à une bourse universitaire et sportive. Il excelle dans le baseball et Betty et moi aimons suivre son équipe et regarder le baseball de haut niveau. Ezra, qui est encore à l'école secondaire, excelle au basketball et sa taille de 1,90 m est un grand atout. Mika est également à l'école secondaire, joue au volleyball et au badminton et a gagné à l'échelle provinciale. Simon a choisi le théâtre comme activité parascolaire et sa maîtrise du jeu et de la mémorisation est impressionnante. Howard et Tima ont 2 enfants. Howard dirige bien sûr l'entreprise de plomberie et de chauffage avec son frère jumeau Kevin. Leur fille Julia, âgée de 11 ans, fait preuve d'un talent musical remarquable comme pianiste et chanteuse. Il est clair qu'elle a reçu ce don du côté maternel de la famille. Ensuite, il y a ma fierté, ma joie, Thomas, qui a 9 ans. Thomas est un véritable Denis la menace. Il se mêle de tout ce dont il ne devrait pas se mêler. Il a toutefois les meilleures intentions du monde. Il s'est cassé le bras 2 fois déjà. Je crois que c'est en lui que je me reconnais le plus. Et bien sûr, il y a la personne sans laquelle rien de tout n'aurait été possible. Ma femme Betty, qui souffre depuis bien longtemps. Mariée à l'âge de 17 ans. Un jeune homme immature de 18 ans. En 1968, Betty a été mon roc. Elle a maintenu notre famille dans le droit chemin,
alors qu'aucun d'entre nous n'était coopératif. Elle a sacrifié une grande partie de ses rêves et de ses aspirations pour nous. Et aujourd'hui encore, elle prend soin de moi. Elle cuisine, elle fait de la couture pour nous tous, elle nous aime et nous encourage tous. Et surtout, elle prie régulièrement pour moi, nos enfants et nos petits-enfants. Elle s'occupe également de ma mère, âgée de 97 ans. Betty n'est pas seulement ma partenaire de vie, elle est également ma partenaire de golf préférée. Elle me permet de gagner. J'attends avec impatience de pouvoir jouer au golf avec elle cet été. Je ne serais rien sans elle. Je suis humblement et éternellement reconnaissant qu'elle ait gardé notre famille unie. Je t'aimerai toujours, Betty. Now I am winding down, folks. J'ai presque terminé. Je ne pense que personne ne sera surpris de m'entendre dire que je suis quelqu'un qui a une foi profonde dans l'Évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas toujours été à la hauteur des normes que le Christ a établies pour nous par ses paroles et son exemple, mais je m'efforce de le faire de cœur reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Certains d'entre vous comprendront que le christianisme n'est pas simplement un système de croyance, mais une profonde prise de conscience que la bonté de Dieu qui vous change et vous incite à une meilleure représentation de cette bonté. Ces convictions ont façonné mes valeurs, m'ont guidé tout au long de ma carrière politique et m'ont porté dans les moments difficiles. Bien que le fait d'être une personne croyante ne soit plus aussi populaire qu'autrefois au Canada, j'aimerais souligner quelque chose. Le Canada est une nation qui a été fondée sur le principe de la liberté de religion. Mes propres ancêtres ménonites sont venus ici pour fuir la persécution religieuse, comme beaucoup d'autres. Cela fait partie de notre histoire canadienne. C'est pourquoi je trouve profondément ironique et troublant que le gouvernement libéral ait à maintes reprises cherché à marginaliser les croyants. Cela a commencé avant même qu'ils ne forment le gouvernement, lorsqu'ils ont déclaré que les Canadiens pro-vie n'étaient pas les bienvenus au sein du Parti libéral. Une fois au pouvoir, ils se sont empressés de fermer le Bureau de la liberté de religion, de refuser aux organisations chrétiennes l'accès au programme Emploi d'été Canada, effacer tout lien entre le genre et le sexe biologique, de criminaliser certaines expressions de l'enseignement biblique et de cibler les centres de soins de grossesse en menaçant leur statut d'organisme de bienfaisance. La liste est longue. Soyons clairs. Je ne crois pas que le Canada doive être une théocratie. Je ne suggère pas que nos lois obligent les non-chrétiens à agir comme des chrétiens. Mais ce que je trouve profondément inquiétant, c'est le refus de ce gouvernement de reconnaître l'influence profonde que les valeurs judéo-chrétiennes ont exercée sur les fondements mêmes de la société que nous chérissons tous. Et bien que je ne veuille pas trop m'attarder sur ce point, je pense qu'il est important, surtout en ce moment, de faire une pause et de réfléchir à la quantité de ce que nous chérissons dans la société occidentale qui a ses racines dans la pensée biblique. Souvent, nous oublions l'origine de ces valeurs. Permettez-moi d'en citer quelques-unes. Premièrement, les valeurs de chaque personne, la conviction que chaque individu a la même importance indépendamment de son statut, de sa race ou de ses origines découle de la conviction biblique que tous les individus sont créés à l'image de Dieu. Deuxièmement, les droits de la personne et la justice. Nos cadres juridiques modernes fondés sur les droits reflètent les anciens appels bibliques à défendre les faibles, à contraindre les puissants et à rechercher la justice avec miséricorde. Troisièmement, charité et compassion. L'engagement de l'Occident à s'occuper des pauvres, des malades et des marginalisés repose sur le commandement d'aimer son prochain et de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Quatrièmement, la responsabilité individuelle et la conscience. Notre principe démocratique selon lequel chaque personne doit suivre sa conscience
est enracinée dans la conception biblique de la responsabilité morale devant Dieu. 5. L'ordre moral et l'état de droit. La conviction que personne n'est au-dessus de la loi et que la justice est fondée sur une moralité objective a des racines anciennes dans la pensée juridique chrétienne. Si vous êtes sceptique et que vous demandez si je ne suis pas en train de faire un amalgame, je vous encourage à vous pencher sur la question. L'impact de l'héritage judéo-chrétien sur les valeurs canadiennes et occidentales a été clairement documenté et est indéniable si nous sommes intellectuellement honnêtes. En fait, ce ne sont là que quelques-unes des valeurs canadiennes largement acceptées qui découlent directement de notre héritage judéo-chrétien. Je ne veux pas dire que ces valeurs n'ont été posées. Elles ont émergé au fil des siècles au prix de nombreuses luttes, d'une réflexion approfondie et d'efforts imparfaits. Mais elles ont perduré parce qu'elles fonctionnent. Elles sont ancrées dans les fondements de notre société parce qu'elles reflètent des vérités qui résonnent profondément dans l'âme humaine. Il est insensé de les ignorer ou pire de tenter d'en effacer les racines et constituent le fondement d'une société démocratique saine. Personnellement, le principe le plus important pour lequel je me suis battue est le caractère sacré de la vie. Il n'y a rien de plus sacré que la vie d'un être humain. C'est pourquoi j'ai trouvé certains débats récents dans ce pays si profondément troublants. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement libéral et le mouvement plus large de la culture de l'annulation ne veulent même pas que nous ayons ces débats. Ils ont décidé que la réponse aux problèmes de la société est d'éradiquer tout point de vue qui ne correspond pas au leur, en faisant taire la dissidence, en honte à la conscience et en redéfinissant la compassion pour exclure ceux qui pensent différemment. C'est une honte et c'est dangereux. La véritable démocratie repose sur le dialogue. Elle exige la liberté d'aborder des questions difficiles, non pas dans des chambres d'écho, mais avec courage et conviction et respect mutuel. C'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de mon mandat de sénateur. Permettez-moi également d'être clair sur ce point. Si je n'ai jamais hésité à promouvoir ce que je crois être des valeurs justes et équitables, j'ai toujours accepté que d'autres puissent avoir des points de vue différents. Pour moi, c'est l'essence même du service public dans une société libre. Cela contraste fortement avec ce que nous avons vu au cours des dernières années où ceux qui prêchent la tolérance sont souvent les moins disposés à la mettre en pratique. Nous vivons à une époque où il ne suffit pas d'être en désaccord avec quelqu'un. Il faut le dénoncer, le réduire au silence et l'effacer. Ce n'est pas de la tolérance, c'est de l'autoritarisme déguisé en langage moral. Je peux avoir des valeurs très fortes, mais je ne crois pas qu'il faille les imposer par la force. Je crois que cela fait également partie de ce que signifie être un vrai chrétien. Si je crois profondément à la vérité, je crois aussi à l'amour, à la grâce et à la dignité inhérente de chaque personne, qu'elle partage ou non mes convictions. Nous pouvons débattre, nous pouvons argumenter, mais en fin de compte, nous sommes tous créés à l'image de Dieu et sommes dignes de respect. C'est une vérité dont les parlementaires doivent se souvenir. Le citoyen moyen n'a pas le pouvoir d'imposer ses opinions, mais en tant que corps collectif, nous l'avons. C'est pourquoi nous devons faire doublement attention à ne pas abuser de ce pouvoir au nom d'un soi-disant bien public qui bafoue la conscience individuelle. Je n'ai jamais été d'accord avec Pierre Elliott Trudeau sur grand-chose, mais je l'étais sur ce point. L'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation. Pourtant, aujourd'hui, nous voyons le gouvernement s'immiscer non seulement dans les chambres à coucher, mais aussi dans les salles de classe, les médias sociaux, les églises, les choix personnels en matière de santé et même la conscience elle-même. Cela doit cesser et c'est à ceux qui restent de porter le flambeau dans ce lieu de pouvoir. Chers amis, aujourd'hui, je m'exprime pour la dernière fois dans cette chambre. Jamais plus ma voix ne sera entendue en cette enceinte.
Plus jamais je ne me lèverai pour faire une intervention, un discours, un rappel au règlement, une question ou une motion d'ajournement du Sénat. Je vais le faire bientôt. Je ne serai plus ici pour défier le gouvernement ou défendre une politique. Cette partie de mon parcours touche à sa fin. Bien que cela me rende un peu émotif, je reconnais que c'est la vie. Nous avons tous un chemin à parcourir et sur ce chemin, tout n'est que pour une saison et arrive à sa fin. Alors que mon mandat de sénateur touche à sa fin, j'espère et je prie pour avoir été fidèle aux yeux de Dieu, de ma famille et de mes collègues, à remplir fidèlement le devoir que j'ai juré d'accomplir lorsque je suis entré dans cette chambre pour la première fois. Je suis à jamais reconnaissant de l'occasion qui m'a été donnée de servir mon pays et pour le soutien, l'amour et l'amitié de tous ceux que j'ai mentionnés plus tôt. Vous tous en cette salle aujourd'hui et beaucoup d'autres qui n'ont pas pu être avec nous, y compris des Canadiens qui m'ont suivi depuis chez eux et sur les médias sociaux, je vous remercie du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Canada. Merci.